Donc là on peut pas respirer, on sait pas sur qui ça va tomber vraiment, c'est la roulette russe. Bonjour les amis, j'espère que ça va. Moi aujourd'hui ça va très très bien parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de la critique de la dernière partie de Stranger Things saison 4. À la fin de cette semaine, c'était prévu que je sorte la critique de Peaky Blinders, mais après avoir vu cette finale de Stranger Things, je pouvais pas attendre pour en parler, donc j'ai décidé de faire ma vidéo de fin de semaine sur Stranger Things et celle du début de la semaine prochaine sur Peaky Blinders. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner pour voir ce que ça va donner. En attendant, Stranger Things, mon dieu, c'était si incroyable. J'ai déjà fait une critique sur la partie 1 où j'ai vraiment adoré ce qu'ils nous ont proposé. J'étais vraiment intrigué par le reste de cette histoire et j'avais envie de voir la fin avec Vecna. Évidemment, ils nous ont offert quelque chose d'épique, c'était fantastique, j'ai adoré. Stranger Things est vraiment l'une des rares séries après autant de temps à ne pas s'être essoufflée. On a vraiment autant d'intensité là, si ce n'est plus vraiment dans cette saison, c'est une masterclass, mais vraiment une masterclass. Je tiens à préciser, la vidéo va être entièrement spoiler, je ne fais pas de partie non spoiler, donc si tu n'as pas envie d'être gâché car tu n'as pas encore vu les 2 derniers épisodes de Stranger Things, je t'invite à quitter la vidéo pour pas que tu aies de mauvaises surprises. En revanche, si tu regardes cette vidéo, c'est que je considère que tu as regardé comme moi la deuxième partie de la saison 4 de Stranger Things, c'est que tu es ici pour en parler car pour toi non plus c'est pas fini, hein. Pour toi non plus c'est pas sorti de ta tête, la saison 4 de Stranger Things elle est toujours là, elle est toujours présente et tu m'étonnes. Pour moi Stranger Things ça fait 3 saisons qui nous régalent et vraiment cette 4e saison pour moi c'est l'apogée de Stranger Things. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire mais en mieux et on demandait que ça en fait. Cet épisode 8 du coup s'ouvre avec la suite directe de l'épisode 16 où Eleven vient de bannir du coup un dans l'autre monde et elle se retourne, Brenner lui demande ce qu'elle a fait en voyant tous les cadavres autour d'elle et s'évanouit. Juste après du coup on voit un jeune du coup en train de se faire tatouer justement le numéro 1 sur l'avant du bras par Brenner. Nancy assiste à tout ça. Brenner la regarde, commence à lui adresser la parole avec des yeux sans vie, donc on comprend tout de suite qu'il est question de Vecna et non de Brenner. Vecna lui fait voir une vision de plein de portails qui s'ouvrent gigantesques à travers Hawkins, en plein milieu d'Hawkins, et lui demande de lui dire absolument tout ce qu'elle voit à Eleven. Là, en termes de budget, on voit qu'on en prend plein la vue. On a quelques micro-flashbacks des portails qui s'ouvrent, c'est très très beau à regarder. Vecna est, pour encore une fois, très très beau à regarder. Là, c'est sur la continuité. De toute façon, ils avaient le même budget jusqu'à la fin. Donc ensuite on enchaîne avec Jim qui est en train de s'évader de la prison des Russes. Jim tombe sur une salle d'expérience des Russes avec plein de démons gorgons dans du verre et un flagelleur, ou un bout en tout cas du flagelleur mental. Puis ils arrivent à s'échapper, Hopper, Joyce, Murray et Dimitri. Avec Yuri d'ailleurs, hein, Yuri, ils ont toujours Yuri avec eux. On a un petit passage où Eleven du coup teste ses pouvoirs devant le Dr Brenner et le Dr Owens en soulevant la cage en métal dans laquelle elle a fait ses expériences, qui s'appelle Nina d'ailleurs, et qui doit faire 14 ou 15 kilos, enfin une dizaine de kilos, si ce n'est plus d'ailleurs, j'en sais rien. Mais bref, Eleven fait un test pour la soulever, ça marche, Eleven a de nouveau ses pouvoirs, donc c'est parti, on est dans le game, on a envie de voir la suite là. Ça se poursuit avec petite camionnette de Jonathan et petite discussion à l'arrière sur la banquette arrière entre Will et Mike. Donc ma petite théorie, je pense s'avère vrai quand je disais que j'avais l'impression que Will avait quand même pas mal de sentiments cachés envers Mike. Et il y a un petit discours entre les deux où il fait comprendre à Mike qu'il est le cœur pour Eleven, qu'il est vraiment le point central, que c'est lui qui peut tout faire basculer, et tu sens dans son discours qu'il projette en fait son discours sur Eleven, mais il est question de lui plutôt dans cette histoire. Et effectivement, juste après, on voit une scène du coup, quand il finit son discours, Mike regarde à côté en entendant ce que vient de lui dire son ami, et Will lui se tourne vers la fenêtre en retenant sa bouche et en lâchant des larmes, ce qui était super touchant, ça m'a vraiment touché, j'ai trouvé ça très très bien tourné, très très bien joué de la part de Will. Et on a même Jonathan qui regarde son petit frère avec compassion à l'avant parce qu'il se rend compte qu'il entend le discours qui se disent entre les deux. Et il se rend compte des sentiments de son petit frère qu'il connaît bien. Donc vraiment c'était très touchant. En plus ça confirme l'une des idées que j'avais. Pour l'instant on commence avec du sentimental et en même temps de l'intensité. Donc c'était vraiment un bon début. Je me suis dit qu'on est vraiment bien parti pour cet épisode 8 et ce final de la saison 4. Du coup pour retourner dans les choses sérieuses, t'as Nancy qui va tout raconter au groupe, donc avec Steve, Lucas, Max, etc. Tout le groupe qui est à Hawkins. Et Max du coup propose pour que Vecna en gros la chope
et soit sa 4e victime, parce qu'il comprend que tout fonctionne par 4 coups de horloge, 4 victimes, 4 portails, je sais pas trop, mais en tout cas tout fonctionne par 4, je crois que c'est surtout grâce à l'horloge qu'ils ont découvert ça. Et parce que Nancy, dans sa vision, a vu 4 portails aux 4 coins d'Hawkins. Au même moment, Elf, qui est toujours avec le Dr Brenner et le Dr Owens, décide de regarder où sont ses amis pour savoir s'ils sont en sécurité. Elle tombe du coup sur ce moment-là, sur Max qui développe son plan, etc. Donc un peu vénère, parce que Brenner vient de lui dire qu'ils étaient en sécurité. Elle décide de « Wow, moi je vais retrouver mes potes, là ils sont pas du tout en sécurité, tu m'as complètement menti ». Après ce discours, notre petit groupe décide de voler une caravane, une scène plutôt sympathique, plutôt rigolote, avec Dustin qui panique et tout, donc voilà, c'était plutôt rigolo ça. Le groupe de Jim avec Joyce et Murray essaye de négocier du coup avec Yuri pour qu'il les ramène aux États-Unis, parce que Yuri aurait apparemment des moyens de les ramener aux États-Unis et lui leur propose un hélicoptère un peu merdique, qui va d'ailleurs essayer, on va en parler après, mais de magouiller. Le groupe de Steve du coup eux s'arrêtent à l'armurerie pour se préparer à la grosse bataille face avec Na. Et on a une petite scène du coup, Nancy arrive au comptoir et tombe sur Jason, ce fameux Jason qui veut retrouver Eddie parce que Chrissy je crois. Vous me reprendrez dans les commentaires, mais je crois que c'est Chrissy, sa copine qui a été tuée du coup au début de cette saison, on en a parlé dans la première vidéo critique sur la première partie. Du coup une scène très intense entre les deux, où il fait un peu peur à Nancy, Erika tombe sur eux au loin, donc Erika la petite sœur de Lucas tombe sur eux au loin et pareil panique un peu et tout. Donc ils s'empressent d'acheter les armes et ensuite ils foncent à la caravane, go, faut pas qu'ils nous voient, et Jason jette un petit regard à la caravane en mode suspect tout ça. Jonathan et tout sont un peu perdus, Jonathan préfère revérifier les coordonnées de la copine de Dustin dans la première partie pour être sûr qu'il veut bon endroit, donc du coup il s'arrête au même moment, son pote un peu fonce-dé, il s'excite un peu en disant que voilà il a trouvé quelque chose, effectivement c'est des traces de pneus militaires, donc ça veut dire qu'ils sont quand même sur la bonne voie, qu'ils sont pas loin d'arriver à fameux Nina. D'ailleurs il m'a fait rire là-dessus, il émet une théorie dans son délire où il vient de fumer, et il émet une théorie comme quoi Nina qui recherche serait une fille cachée derrière un arbre, donc c'est pour ça qu'il tombe sur les pneus, c'est parce qu'il cherche une fille derrière un arbre en fait. Donc il est vraiment en train de planer à ce moment-là, le frérot. Là, on arrive vers la fin de l'épisode 8, on retrouve tous nos potes qui sont en train de préparer les armes. Donc moi je trouve que dans Stranger Things, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je me suis refait du coup les 3 saisons précédentes, là après avoir regardé la première partie de la saison 4, et je trouve que c'est un peu une tradition, ce moment de préparer les armes avec une bonne musique et 2-3 scènes touchantes entre les personnages. J'ai l'impression que, à partir de la 2 en tout cas, je me souviens plus trop de la 1, si ça commence déjà ça, mais à partir de la 2, c'est vrai que ça commence à devenir une tradition, on a toujours ce moment où ils vont se préparer à la guerre, et tu vois les liens qu'il y a entre chaque personnage, et c'est plutôt pas mal. Donc là pour le coup on voit le lien qu'il y a entre Dustin et Eddie, où ils se chamaillent un peu, ils jouent un peu entre eux, et Eddie prend Dustin et lui dit promets-moi de ne jamais changer, donc c'est très touchant. Bon, ça annonce rien de bon pour Eddie, mais c'est très touchant, hein. Après on a une petite scène où Erika quand même fait comprendre à Lucas que bon t'es mon frère, quoi qu'il arrive, je te soutiendrai, quoi qu'il arrive on est ensemble dans la même galère. Et puis une petite scène entre Steve et Robin où voilà, ils partagent eux aussi leurs inquiétudes, leurs sentiments, et ils ont peur de pas s'en sortir. Et essayent quand même de s'encourager entre eux. Donc voilà, petite scène de préparation d'armes classique de Stranger Things que j'ai beaucoup aimé. Du coup, c'est plus les traces de pneus des Américains qu'on voit, mais c'est bien les Américains eux-mêmes. Une scène qui m'a beaucoup fait rire d'ailleurs, tu vois les Américains arriver dans leur 4x4, dans leur camion, et t'as un hélicoptère qui vole à basse altitude juste derrière eux, et qui s'amuse à prendre les virages avec eux et tout machin. Ça m'a fait rire, je me suis imaginé le pilote qui était à fond là, donc voilà, j'ai pas trop compris cette scène, enfin si, j'ai compris, c'était l'histoire de me faire comprendre qu'attention, il y a un hélicoptère qui s'est bien manœuvré juste derrière, j'imagine qu'il y a un sniper dedans. Voilà, mais ça m'a fait rire, moi, personnellement, de voir l'hélicoptère prendre les mêmes virages que les voitures. Ce que j'ai complètement oublié de dire, et je viens de me rendre compte, c'est que Eleven, du coup, voulait partir rejoindre ses amis. Dr. Owen c'était carrément chaud pour l'emmener, sauf que il s'est fait emprisonner et capturer. Et Eleven, après un échange assez costaud avec Brenner, où elle lui fait comprendre que c'est lui le monstre et pas elle, elle allait s'enfuir après l'avoir plaqué contre le mur, sauf que lui a sorti une seringue et l'a endormi juste avant. Brenner prend Eleven, commence à courir dehors avec Eleven dans les bras à moitié conscience, qui lui dit bien que si jamais ils échappent pas aux Américains, ils la tueront de quoi qu'il arrive. Les Américains au même moment tombent sur Dr. Owens qui est attaché. Ensuite une petite négociation un peu vouée à l'échec,
de la part d'Owens. Au même moment, Brenner se fait tirer dessus par le sniper qui est dans ce fameux hélicoptère qui faisait les virages avec les voitures. Brenner s'écroule par terre et le sniper vise Eleven et demande du coup au chef par talkie-walkie si il tue Eleven. Owens, après avoir fait sa petite négociation, regarde et espère du coup qu'il ne va pas dire tirer. Malheureusement, il dit shoot, il dit tirer. Du coup, Owens lui crie salaud, salaud. Le sniper à ce moment-là regarde son talkie-walkie, dit ok, il repointe pour viser Eleven. Ce que j'ai trouvé très très stylé, c'est que du coup, il cherche Eleven et au moment où il la trouve, Eleven est comme ça en train de tendre sa main et l'hélicoptère commence à partir dans tous les sens et là, juste littéralement, elle s'amuse avec. Vraiment, elle s'amuse avec l'hélicoptère, elle le fait valser dans tous les sens. Au même moment, du coup, t'as le camion de pizza du pote de Jonathan qui débarque, donc il retrouve Eleven. Elle détruit toutes les voitures américaines avec l'hélicoptère qu'elle fait s'effondrer. Va retrouver Mike et Jonathan, enfin elle commence à prendre Mike et Will dans ses bras. Très touchant en les retrouvailles entre Will et Eleven. Je les ai presque trouvés plus touchants que les retrouvailles entre Mike et Eleven. Le collier de Eleven se libère, elle se tourne. Du coup, Brenner tend sa télécommande, on comprend que c'est lui qui l'a libéré. Et Brenner lui demande de comprendre ses agissements, de comprendre pourquoi elle a fait ça. Il lui dit s'il te plaît, dis-moi que tu comprends. Et du coup, Eleven, moi j'ai eu du mal, sincèrement, à avoir de la pitié pour ce personnage. Mais je pense pas que c'était l'objectif en fait, qu'on ait vraiment de la pitié pour lui. Donc Eleven, elle non plus, n'a pas de pitié, se lève et lui dit au revoir papa, ce qui est déjà bien en soi, et s'en va. Ensuite, nous avons un plan sur chaque personnage qui est en train de se préparer pour le plan de Max Hawkins, donc Steve, Robin, Nancy, Eddie, Dustin, qui eux vont partir pour l'Outworld, et là on voit surtout à la fin, du coup, qui se font déposer devant la maison de Vecna, Max, Lucas et Erika, qui sont devant avec une musique bien intense et un plan bien stylé. Et c'est là-dessus que se termine cet épisode. On le sent venir, hein, clairement, mais bon, ça fait une bonne heure et demie qu'on est devant. Et voilà, bah là, on enchaîne direct avec l'épisode 9. L'épisode 9 qui a duré 2h20. Et mon dieu, 2h20, mais 2h20 qu'on a adoré. Trop d'émotions, par contre, vraiment trop d'émotions. Je sais pas ce que vous voulez m'achever. Déjà, la scène d'ouverture, elle commence avec Joyce et Hopper qui s'embrassent enfin. Bon, on a une petite scène d'Hopper torse-poil aussi à noter. Très bien galbé le Hopper là, ça fait plaisir de le voir comme ça, parce que depuis la saison 1, c'est vrai qu'il a un petit bidou le gars, qui lui allait très bien, soit dit en passant, mais là vraiment, il est beau gosse notre gars, il a bien maigri. Bon, par contre, morale de l'histoire, il peut choper Joyce qu'une fois qu'il a maigri, hein. En tout cas, Joyce arrive vers lui, il s'embrasse enfin, mon dieu, ils s'embrassent enfin, Joyce et Hopper, on l'attendait tellement, c'est enfin arrivé. Faut savoir que les frères Duffer, les producteurs de la série, avaient annoncé qu'il y aurait beaucoup de morts lors de cet épisode. Autant vous dire que de voir Joyce et Jim qui s'embrassent m'a quand même pas mal inquiété, parce que je connais ce qu'ils aiment bien faire, les frères Duffer, avec les mecs de Joyce. On a un petit plan sur le premier groupe qui va dans l'Upside Down, qui passe par la cabane d'Eddie avec le petit drap qu'ils avaient mis dans la première partie de la saison. Au même moment, avec Will, Jonathan, etc., il y a elle qui a l'idée de rentrer en contact avec Vecna au même moment que Max par la pensée, car elle l'a déjà fait avec Billy, elle l'avait déjà fait avec Will, je crois, donc voilà, elle pourrait le refaire avec Max, et c'est son idée. Du coup, le pote de Jonathan a lui une idée pour compléter celle de elle, c'est d'aller à la pizzeria qu'il connaît, où il y a plein de sel, et qu'il y a une baignoire dans laquelle pourrait rentrer Eleven. Après une scène beaucoup plus intense, on retrouve Lucas, Max et Erika qui cherche Vecna, et Erika trouve Vecna avec sa lumière qui commence à scintiller, arrive devant les autres avec un petit papier, j'ai trouvé Vecna, donc très intense, hein, vraiment là, la mise en scène est très bien foutue, la musique est parfaite, les couleurs encore plus, on est à fond dedans. Jason apprend aussi qu'il se passe un truc à la vieille maison, c'est un rapport avec Eddie, ou en tout cas avec Nancy, dont il a vu la caravane tout à l'heure. On a la scène où Eddie va chercher sa guitare, et dit cette fameuse réplique que j'ai pas mal aimée, c'est que on dirait qu'elle a été créée pour ce monde, et effectivement on dirait qu'elle a été créée pour ce monde. On a encore une scène un peu sentimentale entre Steve et Nancy, mais là ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on a une scène entre Yuri et Dimitri. On en apprend un peu de la part de Dimitri sur le passé de Yuri, comme quoi ça aurait été un héros de guerre qui aurait fait passer des civils pendant la guerre, donc il lui demande où est passé cet homme-là. Yuri se remet un peu en question et décide, au lieu de saboter l'hélicoptère, de le raboter tout simplement. Avant que Max décide de provoquer Vecna et du coup va se mettre à le suivre dans la maison, il y a une petite scène sympa entre elle et Lucas où ils s'écrivent, au lieu de se parler, ils s'écrivent des petits mots, et elle lui fait un petit dessin à la fin qui est assez touchant, mais du coup qui annonce rien de bon. C'est à la pizzeria, en préparant le bain de Eleven, que Jonathan décide de parler avec Will, décide de lui parler de ses sentiments,
et il lui dit qu'en gros ça lui manque un peu, qu'il se confie plus trop en deux frères, il sait que c'est de sa faute, il sait qu'il a pas trop été là. Will commence à lui dire la même chose avec des larmes dans les yeux et les frères se prennent dans les bras, la scène est très touchante. Et s'ensuit du coup avec la scène de Eleven qui va du coup rentrer dans le bain pour rentrer en contact en même temps que Max avec Vecna. Du coup on a une scène très touchante aussi où Max se confie sur la mort de Billy, comme quoi elle l'aurait quand même souhaité pas mal de fois, qu'elle est pas si innocente que ça au moment où il est mort, son intervention, pourquoi elle est restée statique, ce ne serait pas uniquement que par peur, enfin bref c'est très touchant la façon dont elle se confie, et Lucas commence à lui dire c'est pas vrai, t'es pas comme ça, c'est horrible de souhaiter la mort de quelqu'un. Tu comprends que c'est tout de suite agressif, hein. Tu comprends que, wow Lucas, qu'est-ce qui t'arrive, mon gars, redescend. Et ensuite, les yeux de Lucas deviennent sans vie, donc on comprend tout de suite que c'est Vecna, et notre pauvre Max commence à prendre peur et à s'enfuir. À partir de ce moment-là, tout commence à s'enchaîner un peu. Il y a Eddie qui commence à jouer de la guitare pour attirer les chauves-souris. Ensuite, Erika les voit au loin, Jason et son pote débarquent à ce moment-là. À la vieille maison, j'entends bien. Max, elle, fuit Vecna et tombe sur Billy, la fameuse scène de Billy qui est enfermée dans un sauna dans la saison 3. Elle tombe sur Billy à ce moment-là, qui essaye d'ouvrir la porte en s'énervant, et décide de se souvenir de ses meilleurs moments, dont le bal avec Lucas où ils se sont embrassés et dansés pour la première fois. Et du coup, elle apparaît miraculeusement au bal, ça a marché, c'est génial. Max, elle est sauvée pour un petit instant. Jim, lui, une fois re-rentré dans la prison, du coup, comprend que le flagelleur mental a été libéré et qu'il contrôle tous les démons gorgons qu'il avait vus en expérience et qu'ils sont en train de tuer tout le monde dans la prison, donc voilà, re-bienvenue Jim. Eleven, elle est coincée dans un autre souvenir de Max et essaye par tous les moyens de la retrouver. Il y a Jason qui débarque, ce Jason, oh mon dieu. Forcément il débarque, t'as Max qui a les yeux lévitants parce qu'elle est en contact avec Vecna, Lucas qui essaye de le raisonner, l'autre qui commence à le menacer avec un flingue, qui lui dit que s'il réveille pas Max dans les secondes à suivre, bah il va crever. Lucas essaye de le raisonner tant bien que mal, mais ça marche pas. Jim, lui, il a élaboré tout un plan, il a donné des indications à Joyce, des indications à Murray, et du coup il y a une petite scène où Joyce et Jim se refont un petit discours. Elle lui fait comprendre qu'elle peut pas assister une deuxième fois à son enterrement. Lui fait comprendre que il ne peut pas mourir maintenant que ça marche entre eux. Ah, Jim et Joyce, je m'en lasserai pas. Et après ça commence à se fight vénère. Des plans magnifiques avec des couleurs magnifiques sur Dustin et Eddie qui vont se réfugier du coup juste après dans la cabane d'Eddie et qui essayent de se protéger comme ils peuvent. Steve, Nancy et Robin qui arrivent dans la maison et qui commencent à se faire choper de partout par des lianes, à se faire plaquer contre le mur, et il y en a pas un des trois qui est épargné. Et Hopper qui essaye de fuir et de se fight face à un démon gorgon plutôt vraiment très énervé. Du côté de Eddie et Dustin, Dustin commence à passer sur la corde parce qu'il n'y a plus trop de solutions dans la cabane, elle commence à être submergée de chauves-souris démon gorgon. Dustin passe dans notre monde et Eddie, au lieu de rejoindre Dustin, décide de couper la corde et de lui sauver la vie en quelque sorte. Donc Dustin crie au possible. L'acteur qui interprète Dustin envoie du pâté, vraiment, qu'est-ce qu'il joue bien. Vecna débarque au bal de Max, donc Max n'est plus en sécurité dans son souvenir, bien au contraire, ça commence vraiment à puer du cul. Lucas décide de foncer sur Jason en esquivant son arme, s'ensuit une bataille entre les deux. Lorsque Max est à ça de se faire prendre par Vecna, Vecna se fait projeter dans les airs mais d'une brutalité comme rarement on en a vu dans Stranger Things, et c'est Eleven qui débarque, Eleven plus stylé que jamais. Là s'ensuit un duel entre Eleven et Vecna, un duel vraiment vénère entre deux pouvoirs similaires qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant justement dans Stranger Things. On n'avait pas vu de fight entre deux pouvoirs tels que celui de Eleven. Donc là on l'a eu, c'était plutôt incroyable, mais malheureusement Vecna domine Eleven, mais très rapidement. À ce moment-là il attache Eleven et commence lui à raconter son histoire au moment où il l'a banni, au moment où il est arrivé dans l'outre-monde, et j'ai trouvé ça très stylé parce qu'en fait cette histoire ça nous raconte un peu les origines de l'outre-monde. On voit que c'était un endroit complètement apocalyptique mais vide, d'une couleur bien orangée, hein, pas du tout rouge et bleu comme on la connaît. On voit des démons gorgons par-ci par-là, et on voit surtout une énorme poussière qui nous fait directement penser au flagelleur mental. Et en fait on commence à comprendre que c'est Vecna qui a formé le flagelleur mental, c'est lui qui le contrôle, en fait c'est lui qui contrôlait absolument tout. La poussière du flagelleur mental en fait n'est qu'un moyen pour Vecna de contrôler les démons gorgons, les humains et tout le reste. Les origines du flagelleur mental créé par Vecna, créé par 01 du coup, c'était vraiment très stylé, très intéressant. Là j'étais à fond dedans, ça je le retiens énormément. Justement j'en voulais plus sur l'autre monde, je voulais en savoir plus en fait. Pas j'en voulais plus dans le sens on nous donne toujours plus, à chaque saison on nous donne toujours plus de l'autre monde, mais on nous donne
donne pas forcément plus d'explications, en fait. Donc là, j'étais assez content d'avoir une sorte d'origin story à quelque chose, au moins. Du coup, là, ça commence vraiment à puer du cul. On voit Lucas qui est en train de se faire étrangler par Jason. Il y a Eddie qui est en train de se faire attaquer par un nombre de chauves-souris incalculable. Et il y a Max qui commence à rentrer en lévitation, qui commence à voir les os qui se brisent un par un. Et qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous voulez? On n'en peut plus, laissez-nous respirer 2 secondes. Donc là, on peut pas respirer, on sait pas sur qui ça va tomber vraiment, c'est la roulette russe. Steve, Nancy et Robin qui se font étrangler, enfin bref, il y a rien qui va. Dustin, lui, est retourné pour essayer de sauver Eddie, s'est cassé la jambe, il est en train de boiter, on est en intensité au max, on n'en peut plus, qu'est-ce que vous voulez? Vous jouez avec nos nerfs, on va crever là. C'est terrible, on sait plus où donner de la tête, ça vient de tous les côtés. Et là, Eleven riposte. Il y a un discours de Mike très très touchant parce que Will rappelle à Mike qu'il est le cœur, qu'il faut pas qu'il s'arrête d'encourager Eleven. Donc à ce moment-là, il lui dit qu'il aime par-dessus tout, contre vents et marées, quoi qu'il arrive, qu'elle ait des pouvoirs, qu'elle ait pas de pouvoir. Enfin bref, il est amoureux de ce qu'elle est et que surtout il ne peut pas vivre sans elle, faut pas qu'elle meure, il ne peut pas vivre, alors bats-toi, Eleven. Et c'est ce qu'elle fait, elle commence à se battre, les lianes s'enlèvent. Elle tend la main et projette Vecna direct. On a en parallèle, parce que Hopper il était pas en très bonne position, on a Joyce qui vient aider Hopper et Murray qui débarque pour brûler tous ces putains de démons gorgons. À ce moment-là, il reste le grand démon gorgon. Jim prend une épée à la Donjons et Dragons, ce que j'ai trouvé vraiment pas mal comme référence. Je sais pas du tout ce que cette épée fait là, donc si vous savez, vous pouvez me le dire. Jim avec une épée chevaleresque face à un démon gorgon, donc très Donjons et Dragons, très gros clin d'œil du coup au jeu qui est utilisé depuis le début de cette série. Aussi en parallèle, le trio de Steve, de Nancy et de Robin qui arrive face à Vecna et qui leur jette des cocktails Molotov. Et Nancy, mon dieu, mais à chaque fin de saison, elle est avec un fusil celle-là, mais qu'est-ce qu'elle envoie du pâté, hein, vraiment, elle commence à fusiller Vecna. Vecna disparaît du coup du mental de Max et du coup d'Eleven, mais il disparaît également dans la vraie vie, donc on nous fait comprendre que c'est pas fini avec Vecna. Et là, malheureusement, on a la scène avec Dustin et Eddie pour la mort d'Eddie. Mon dieu, que c'était touchant, c'était vraiment très touchant. Les deux acteurs sont très forts. Pour le coup, l'acteur qui interprète Dustin est incroyable, il m'a vraiment bluffé sur cette saison. Et oui, je dois avouer, j'ai lâché ma petite larme parce que c'était vraiment touchant et surtout parce qu'on n'a pas le temps de respirer. Une fois qu'on quitte Eddie, malheureusement, on va sur Max. Max qui a vraiment souffert, qui a des os brisés, qui est aveugle. Et qui échange du coup avec Lucas, qui la prend dans ses bras, Lucas qui est en larmes, qui essaye de la rassurer au possible, mais rien à faire malheureusement, elle nous lâche, elle part. Au même moment, on voit qu'Eleven assiste à tout par la pensée mentale et qui est en larmes elle aussi. Enfin bref, là c'est vraiment très dur, on a 5 minutes très dur, on ne peut plus respirer, c'est impossible et ça ne s'arrête pas, on se demande c'est quand la fin là, vraiment, s'il vous plaît, laissez-nous respirer. Très triste, vraiment très triste d'avoir perdu Eddie et Max, deux personnages que j'adorais énormément. C'était beaucoup trop triste, vraiment beaucoup trop triste, et beaucoup trop bien joué, beaucoup trop bien mis en scène, la musique excellente, enfin, Stranger Things, vous êtes au top, franchement les frères Duffer, vous êtes au top, c'est ce que vous nous proposez à chaque fois, c'est excellent, quoi, c'est très bien travaillé, en tout cas. Sauf que oui, un peu des trucs, là, je me suis dit, voilà, on part la Force Jedi dans Star Wars 9, là. C'est Eleven qui tente, du coup, de réanimer Max. Après, cela dit, c'est vrai qu'on ne sait pas trop, du coup, pourquoi Eleven a ses pouvoirs, quels sont exactement ses pouvoirs, quelles sont exactement ses limites. Donc c'est vrai qu'ils peuvent faire un peu n'importe quoi finalement. On arrive sur la fin de cette saison épique parce qu'on est 2 jours après et c'est Jonathan, Will, Mike, Eleven et le pote de Jonathan, je sais plus comment il s'appelle, mais il est là en tout cas, qui arrive du coup à Hawkins et qui voit tous les gens quitter Hawkins un par un. Tout le monde part de la ville parce que les portails se sont ouverts, la ville est à moitié détruite. On a les retrouvailles touchantes de tout le monde qui se retrouvent chez Mike, donc il y a Nancy, Steve, Dustin et eux sortent de la voiture, donc voilà, tout le monde se fait des câlins, tout le monde se prend dans les bras et c'est très touchant. Ils font une visite à l'hôpital parce qu'ils se demandent où est Lucas, donc Lucas rend visite du coup à Max. On se rend compte finalement qu'Eleven n'a pas vraiment ramené Max à la vie parce qu'elle est inconsciente, elle est dans le coma, et on a l'impression que c'est un coma cérébral parce qu'elle tente de communiquer avec elle par la pensée, mais c'est le vide total, c'est le noir total, donc elle n'est vraiment pas là pour le moment, elle est vivante, son corps est vivant, mais elle n'est pas là. Dustin qui va aider avec Steve et Robin, qui vont aider les gens qui sont dans le besoin à Hawkins, tombe du coup sur l'oncle d'Eddie, qui vient changer les photos, parce qu'évidemment ils écrivent des trucs dessus, et du coup Dustin annonce à son oncle, l'oncle d'Eddie,
que Eiji s'est sacrifié pour lui, qu'il est non seulement il est innocent, mais qu'en plus c'est un héros. Il le dit si bien, il joue si bien. Encore une fois, on a les larmes aux yeux, ou si on s'appelle Tobey Maguire, on fond en larmes totalement. Donc ils essayent tous d'un peu de rénover la cabane d'Hopper qui avait été détruite dans la saison 3. Et à ce moment-là, Will fait un discours à Mike sur Vecna en lui disant que maintenant qu'il est de retour à Hawkins, il le sent beaucoup plus qu'avant, que c'est bizarre de savoir que c'était lui depuis le début, parce que Will, flagelleur mental finalement, c'était lui depuis le début, donc Will le connaît plutôt bien. Il dit d'ailleurs qu'il le connaît, qu'il connaît sa façon de penser, qu'il connaît sa façon d'agir, donc voilà, on a une scène pas du tout rassurante où Will, encore une fois, nous met en garde. Et Eleven qui ferme la porte de sa chambre, mais pas entièrement, elle la laisse entrouverte, a une pensée du coup pour ce qu'elle vient de vivre avec Max à l'hôpital, et à ce moment-là, le gouvernement arrive, mais ce n'est pas le gouvernement, c'est Hopper qui rentre à la maison. Retrouvailles très touchantes, très larmoyantes, on attendait ça aussi vraiment beaucoup, on attendait beaucoup de choses dans ces saisons 4 de Stranger Things, mais ça nous a été fourni, donc c'était vraiment cool, c'était très bien écrit, la mise en scène était très bonne, la musique était excellente, donc cette saison 4 est vraiment excellente, mais surtout, la fin de cette saison 4. J'en parlais dans la critique de la première partie, mais il est vrai que j'avais entendu parler d'une saison 5. Et avant cette saison 4, les frères Duffer avaient confirmé qu'il y aurait bien une saison 5. Et cette fin, évidemment, confirme qu'il y aurait bien une saison 5, car si c'était fini avec Vecna, bah qu'est-ce qui se passerait dans la saison 5? Mais ce n'est pas du tout fini avec Vecna. Du coup, à ce moment-là, il y a Nancy et Jonathan, Mike, Eleven et Will, Hopper et Joyce, qui sont devant la cabane, et on voit sur la nuque de Will un gros frisson. Will se le touche, il se retourne, Jonathan a compris direct, Nancy aussi, il se retourne, et là, il voit des particules qui commencent à tomber, donc l'autre monde qui commence à arriver chez nous, et du coup, on voit plein de plans de Hawkins, avec la mère de Mike, avec Dustin qui sort dehors, avec Lucas et Erika qui regardent par leur fenêtre, et on voit du coup la poussière de l'Obsidian tomber. Ensuite, on suit le petit groupe d'Eleven qui s'avance vers du coup le point central, et on voit Eleven du coup qui regarde ce plan d'Hawkins avec les 4 portails qui se rejoignent, qui nous rappelle fortement le décor du Mordor, soit dit en passant. C'est là-dessus qu'on finit la saison 4 sur cette grosse annonce de la saison 5 que j'espère on n'attendra pas 3 ans, mais normalement ce sera pas le cas. Je dis normalement ce sera pas le cas car ça a été officiellement annoncé par les frères Duffer. Je ne dis pas ça car je vois dans l'avenir malheureusement. Vraiment Stranger Things, vous êtes au top, vous continuez d'être au top, et je pense que finir sur cette saison 5 est une très bonne décision, car vous finirez sur du gros, sur du lourd, et personne ne vous oubliera comme ça. C'est tout pour cette critique de Stranger Things 4, qui est malheureusement déjà finie, on va encore devoir attendre pour la prochaine saison, mais en attendant, n'hésite pas à t'abonner, car la semaine prochaine, il y aura la critique de Peaky Blinders et des 2 premiers épisodes de la saison 4 de Westworld, et il y aura aussi des vidéos réactions à plusieurs trailers, donc n'hésite pas à suivre tout ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé, merci pour ton soutien, et prends soin de toi, à la prochaine, ciao.